Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, à une semaine des pourparlers destinés à pacifier la situation au Sud-Soudan, des affrontements ont éclaté dans le nord du plus jeune État du monde. Une violation quasi immédiate du cessez-le-feu signé le 10 février. Journée importante pour le parti de l'opposition gabonais, l'Union nationale. La formation politique fêtait son 5e anniversaire ce mercredi 10 février. Un rendez-vous symbolique à un an de l'élection présidentielle de 2016. 25 ans après, l'Afrique du Sud se souvient. Le 11 février 1990, Nelson Mandela retrouvait la liberté. Il aura passé 27 années en prison, dont 18 passées au bagne de Robben Island. Les images du futur premier président noir sud-africain, le poing levé au bras de son épouse Winnie, sont encore présentes dans beaucoup d'esprits. Mais d'abord, l'armée somalienne a affronté plusieurs milices dans la ville de Gourciel, située à 400 km de la capitale Mogadiscio, ce mardi 10 février. 16 personnes, dont 3 civils, auraient été tuées et 14 blessés ont été recensés. Fait particulier, cette milice est habituellement alliée à l'armée régulière. Selon les premiers témoignages, les affrontements seraient dus à un désir de gouvernement régional. Les troupes gouvernementales se sont depuis retirées de la localité. Le 7e cessez-le-feu signé entre les deux parties du Sud-Soudan aura connu le même sort que les précédents. À peine quelques heures après la ratification de l'accord, un bombardement a éclaté dans le nord du pays. La ville pétrolière de Bentiu était ciblée. Ibrahima Djindjaï. Reprise des hostilités au Sud-Soudan. Le fragile cessez-le-feu a une nouvelle fois volé en éclats ce mardi 10 février au Sud-Soudan. Pour cause, les rebelles auraient bombardé, selon le gouvernement, la ville pétrolière de Bentiu, située au nord du pays. Les rebelles bombardent nos positions à Bentiu avec de l'artillerie. C'est une violation de l'accord de cessation des hostilités et nous allons nous défendre. Ces tensions interviennent au lendemain d'une conférence de donateurs organisée à Nairobi, au Kenya, au cours de laquelle l'ONU a lancé un appel aux dons de 1,8 milliard de dollars pour venir en aide à ce pays. La décision de rompre le cessez-le-feu par les rebelles de Riek Machar est une conséquence directe en fait même de ces négociations, parce que les deux forces qui négocient n'arrivent pas à s'imposer. Il y a un rapport de force qui fait qu'aucun des deux belligérants n'arrive à dominer l'autre. Et deuxièmement, c'est que politiquement, les deux essaient de contrôler le pays. Donc même politiquement, ils essaient d'être le futur président. Donc il y a un problème de consensus pour des raisons d'égalité au niveau militaire et au niveau politique. Le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar avaient signé sous la pression de la communauté internationale au début de ce mois de février leur 7e cessez-le-feu en un an. Des pourparlers devraient reprendre ce 19 février à Addis Abeba en Éthiopie sous l'égide de l'IGAD, l'organisation intergouvernementale est-africaine. Le sud de la Tunisie est à l'arrêt depuis mardi. Les administrations ne fonctionnent pas, les commerces sont restés rideaux baissés et les transports n'ont pas circulé de la journée. En cause, la mort d'un manifestant le week-end dernier lors d'un affrontement avec la police. Une manifestation organisée pour protester contre la saisie de bidons d'essence de contrebande en provenance de la Libye voisine. Les Tunisiens expriment ainsi leur hostilité envers l'utilisation d'armes à feu par la police pendant les manifestations. Ils protestent également contre une taxe aux frontières de 30 dinars que certains commerçants sont amenés à verser plusieurs fois par jour. Le 5e anniversaire du parti politique de l'opposition radicale gabonaise, l'Union nationale, a été célébré à Libreville, la capitale, après 4 ans de semi-clandestinité. Le parti de Zakari Mimiboto revient officiellement sur le devant de la scène politique dans un contexte délétère. Le souvenir de la manifestation du 16 décembre, interdite par le pouvoir et qui s'était soldée par une victime, est encore présent dans tous les esprits. Reportage de notre correspondant Douglas Toutoun. Après 4 années de semi-clandestinité, le parti politique de l'opposition radicale gabonaise, l'Union nationale, a fait sa première sortie officielle mardi à Libreville à l'occasion de son 5e anniversaire. Zakari Mimiboto et les siens sont revenus sur le long processus de résistance et de défiance politique qui a abouti à cette inattendue réhabilitation, tout de même justifiée par le ministre de l'Intérieur. Relever l'aspect lacunaire de certains textes qui rythment la vie publique nationale. C'est le cas de la loi 2496 du 6 juin 1996 relative aux partis politiques dont certaines dispositions paraissent restrictives de liberté et contraires
à notre loi fondamentale. Depuis sa création, l'Union nationale prône pour une stratégie unitaire pour réussir l'alternance politique au Gabon. Lors de ce premier meeting, un seul mot d'ordre, maintenir la pression contre le pouvoir au regard des tensions sociales enregistrées dans le pays. La situation du pays devient chaque jour de plus en plus critique. Le Gabon se porte mal. Le pouvoir en place a lamentablement échoué. Il n'a rien entrepris qui tienne compte des aspirations profondes et légitimes du peuple gabonais. Avec cette réhabilitation de l'Union nationale, le combat de l'unité de l'opposition se renforce davantage au Gabon. Le prochain scrutin présidentiel aura lieu en 2016. Ce scrutin passe pour être le plus attendu de la vie politique du pays. Et puis sachez qu'après 16 jours de captivité, le ministre des Sports et ancien rebelle Armel Sayo a été libéré en Centrafrique. Son rapt n'avait pas été revendiqué mais perpétré par des milices anti-Balaka. Armel Sayo avait été enlevé le 25 janvier, 2 jours après celui d'une humanitaire française en plein jour dans le 8e arrondissement de Bangui. L'ancien otage a été décrit comme fatigué mais en bonne santé. La disparition du héros de la lutte contre l'apartheid le 13 décembre 2013 n'a pas atténué le souvenir de sa libération. Le 11 février 1990, Nelson Mandela était libéré après avoir purgé une peine de 27 années de prison en Afrique du Sud. 25 ans après sa libération, les combats qu'il a menés et remportés pour une réconciliation nationale semblent aujourd'hui s'effriter. On fait le point avec Ekeli Afeto. Cette image avait fait le tour du monde le 11 février 1990. Mandela, accompagné de son épouse Winnie à sa sortie de prison. Il y a 25 ans jour pour jour, le leader emblématique de la lutte contre l'apartheid, Nelson Mandela, retrouvait enfin la liberté après 27 années d'incarcération, dont près de 18 passées entre les murs du célèbre pénitencier de Robben Island, situé au large du Cap, en Afrique du Sud. Cette journée est l'occasion de rendre hommage au champion de la lutte anti-apartheid et premier président noir de l'Afrique du Sud. L'anniversaire que nous faisons aujourd'hui, qui est l'anniversaire de la libération de Mandela, qui nous a quittés il y a deux ans de cela, est une manifestation qui fait appel à l'universel en fait, parce que Mandela, c'est un individu qui a porté au monde entier la notion, si vous voulez, de la réconciliation entre les peuples. Je le classerai au même niveau que Gandhi, parce que Mandela a montré aux individus dans le monde entier que ce n'est pas la couleur de la peau qui est importante, c'est ce que l'individu porte en lui-même. Donc à ce niveau-là, la libération de Mandela est quelque chose de très très important pour l'humanité et non seulement pour l'Afrique du Sud. 25 ans après cette libération, l'Afrique du Sud est l'un des pays les plus riches du continent africain, mais les inégalités raciales restent très fortes. Il y a toujours des tensions sociales qui persistent. Ces tensions sociales-là sont tout à fait légitimes et logiques dans la mesure où on sait aujourd'hui que quand on prend un blanc en Afrique du Sud, son revenu est 6 fois supérieur à celui d'un noir. Bon, à partir de là, j'estime que les politiques sud-africaines doivent veiller maintenant à ce qui est cette égalité-là en Afrique du Sud par le biais de la répartition des revenus et de la redistribution pour que l'Afrique du Sud soit l'Afrique du Sud qu'avait rêvé Mandela. Figure historique de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale en Afrique du Sud, Madiba est décédé le 5 décembre 2013 alors qu'il venait de fêter son 95e anniversaire. Aujourd'hui, il laisse derrière lui une nation qui reste en proie à des tensions raciales. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.